Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet extrêmement grave. Je vais vous parler de bonheur. Et on ne rigole pas, s'il vous plaît. Non, mais en fait, ce qui me fait sourire, c'est que tout le monde court après, quoi. Cours-y vite, quoi. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Je suis un enfant spirituel de Prévert, comme nous le sommes tous, hein, de toute façon. Mais c'est vrai, le bonheur est dans le pré. Voilà. En fait, j'ai déjà travaillé sur le sujet, enfin, j'ai discuté un peu sur le sujet il y a quelques jours. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'en parler. Moi, je pense que le bonheur absolu, de toute façon, il n'existe pas, parce que ça n'est que des petits morceaux. Y compris en amour, d'ailleurs. On peut... je suis dur en disant ça. Mais on le connaît toujours que partiellement. Je veux dire, le bonheur absolu, ça n'existe pas. Et c'est mieux comme ça, parce que je pense que si on était heureux tout le temps, d'une certaine façon, on s'ennuierait un peu, peut-être. Je pense. Enfin, ça n'est pas qu'on s'ennuierait, mais je pense que on culpabiliserait par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et la culpabilité, ça génère toujours de la souffrance. Donc, je souris parce que j'avais entendu, je crois que c'était sur France Inter il y a quelques années, il y avait eu une émission là-dessus, et donc il prenait le problème complètement à l'envers, enfin à l'envers, c'est-à-dire qu'il y avait une réaction contraire qui disait oui, tout le monde veut être heureux, mais c'est complètement ridicule, pourquoi est-ce qu'on veut être heureux, etc., etc. Alors là, vous voyez, quand j'entends des choses comme ça, je me dis tout simplement que ces gens-là, non, j'étais un peu furieuse, je dois dire, d'ailleurs. J'étais un peu furieuse. J'étais pas contente parce que je me suis dit c'est des gens qui n'ont jamais souffert, quoi. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais souffert de toute son existence, il comprend pas qu'on cherche le bonheur. Mais là où il y a un malentendu, c'est que les gens se font une image du bonheur. D'ailleurs, Pierre Rabhi en parlait cet après-midi, justement, donc c'est très intéressant, qui est fausse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des tas de gens, en fait, qui s'imaginent que s'ils gagnaient plus d'argent, ils seraient systématiquement plus heureux. Alors que le bonheur, ça n'a rien à voir avec l'argent. Sincèrement, je le pense. Ça, c'est absolument évident pour moi. Alors maintenant, attendez, hein, que les choses soient bien claires. Il y a une espèce de ligne d'horizon, en fait, hein, d'accord? Tous ceux qui sont en dessous de la ligne de flottaison, pas de la ligne de flottaison, mais tous ceux qui sont en dessous de la surface de l'eau, hein, c'est-à-dire les gens qui sont au chômage, qui sont dans une situation de précarité, qui sont atteints dans leur dignité humaine, qui sont sur les bateaux en Méditerranée aujourd'hui en train de mettre leur vie en danger parce qu'ils veulent ne pas mourir. Je veux dire, le bonheur, c'est chercher après le bonheur, c'est un luxe qu'on peut se permettre déjà quand on a le minimum vital, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a le minimum vital, après on peut dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un petit peu plus heureux? D'accord? Bon, déjà, moi je considère qu'avoir à manger dans son assiette et puis avoir, comment dire, avoir une vie digne, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une expérience très importante sur le sujet, parce que, comme malheureusement, c'est vrai que depuis ma naissance, j'ai quand même croisé des choses absolument terrifiantes et longtemps, des choses très diverses. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai précisément une idée du bonheur, une idée du bonheur probablement beaucoup plus juste que bien des gens, je pense, sincèrement. Il est probable que ça puisse sembler prétentieux, mais non, je pense que je peux me permettre de dire ça. Moi, je pense que justement le meilleur moyen de faire un pas vers le bonheur, c'est d'identifier ses souffrances. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Identifier ses souffrances et avoir l'honnêteté et la bienveillance vis-à-vis de soi-même, de reconnaître que peut-être on a fait des erreurs, déjà, de se remettre en cause. Je pense par exemple par rapport à des conflits qu'on puisse avoir à l'intérieur d'une famille, ou avec des amis, ou sur le lieu de travail, dans la société. Il arrive qu'on soit en conflit avec quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas nous blairer. Alors quelquefois on n'y est pour rien, hein. Souvent on n'y est pour rien d'ailleurs, mais quelquefois on y est aussi pour quelque chose. Je veux dire, ça arrive quelquefois qu'on ait été vraiment dégueulasse avec quelqu'un, par exemple, et puis on s'en rendait pas compte sur le coup. Et puis c'est après qu'on s'est dit, mais attends, c'est moi qui étais dans l'erreur, quoi.
voyez ce que je veux dire? Bah déjà, se remettre en cause par rapport à ça, je trouve que c'est un moyen d'aller vers des moments de bonheur. Parce que déjà, vous vous retirez une part de culpabilité, si vous avez l'honnêteté de vous remettre en cause. Alors ça m'arrive souvent de dire quand les gens souffrent beaucoup, il est plus sage d'avoir recours à un psychologue. Et je persiste et je signe quand je dis ça. Je persiste et je signe parce qu'il arrive très souvent qu'on souffre ou qu'on fasse du mal autour de soi parce qu'on est porteur de souffrance. De toute façon, c'est toujours le cas à la base en général. Même les gens qui politiquement aujourd'hui sont des gens pas très recommandables, qui sévissent encore malheureusement, je ne citerai pas de nom parce que c'est pas trop nécessaire, mais souvent ce sont des gens qui ont souffert, dans la très grande majorité des cas. D'ailleurs, Pierre Rabhi en parlait cet après-midi aussi. Ça, c'est certain. Parce que quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, dans la très grande majorité des cas, c'est quelqu'un à qui on a fait du mal déjà, à la base, à lui, qui a été victime avant. C'est pas toujours vrai, hein, c'est pas toujours vrai. Mais assez souvent, c'est le cas quand même. Moi, je vois par exemple, je connais quand même bien le problème de la délinquance sexuelle. Par exemple, moi j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant. Eh bien, je sais très bien que l'homme qui m'a fait ça, je connais son histoire et tout, et c'est malheureusement terriblement logique qu'il se soit permis ce genre de choses. Parce qu'on lui avait jamais appris, il avait jamais eu de parents, il avait poussé comme une herbe sauvage, quoi. Sans humain pour l'aimer, sans humain pour... Voilà, bon, mais c'est très souvent le cas. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Mais la notion du bien et du mal, de toute façon, il y a des gens qui l'ont, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui n'ont aucune notion du bien et du mal. C'est un gros problème, hein, effectivement. C'est un gros problème. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle je dis que le fait d'apprendre à gérer sa souffrance, de l'identifier et d'une certaine façon lui casser la gueule, quoi. Parce que c'est ça en fait le problème, c'est qu'on est tous porteurs de certaines souffrances et le but consiste à capter cette souffrance et à la transformer. Alors, on peut la transformer de différentes façons, on peut la transformer en écrivant, on peut la transformer en travaillant avec un psy. Il faut savoir que d'écrire un livre sur sa souffrance, ça n'est absolument pas un travail thérapeutique, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez écrit votre livre, vous serez effectivement soulagé, mais ça n'est pas un travail thérapeutique. Parce que quand on écrit un livre, à plus forte raison si on a l'intention de l'éditer, vous allez vous auto-censurer, par définition. Donc vous allez pas, ça n'est pas un travail thérapeutique. Alors que si vous parlez avec un psychologue, le psychologue, lui, va vous dire ce qu'il faut pour vous faire progresser et vous faire démonter de façon infiniment plus sûre la souffrance que vous portez. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et pour quelle raison je fais ce rapprochement-là? Eh bien, c'est tout simplement parce que la souffrance que vous portez, que chaque individu porte au fond de son cœur, eh bien, ces souffrances-là sont comme des boulets que vous portez au bout des pieds, en fait. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire, bah oui, avec les éléphantiasis qu'il y a là... Oui, mais enfin, aussi paradoxal que ça puisse paraître, plus les années passent, plus j'ai le cœur léger, et plus je sais où je vais, et plus je suis bien dans mes baskets, et mes jambes, c'est physiquement que ça tient pas le coup, quoi. Mais, mais en règle générale, je parle de métaphore, là, bien sûr, hein. Vous avez des femmes qui ont des jambes extraordinaires, et puis qui ont des énormes boulets aux pieds. Voilà, hein. Les boulets qu'on a au pied, c'est un peu comme une forme de prison intérieure, hein. C'est tellement large, je peux pas énumérer tous les boulets qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est parce que c'est trop large, justement. Je veux dire, entre le harcèlement qu'on subit au travail, entre les engueulades dans les vies de couple, dans les familles, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, je veux dire, c'est tellement large. Des traumatismes, des accidents de la route que vous avez eus, on rencontre tous de la merde, malheureusement. Et justement, le problème, c'est que quand on n'en parle pas et quand on garde tout, le fait de porter cette souffrance-là au fond de son cœur nous empêche d'être heureux. C'est-à-dire que le fait de trouver cohérent, de rester avec cette souffrance-là, va vous empêcher, si vous marchez au bord d'un chemin, je prends toujours l'histoire de la petite fleur sur le bord d'un chemin, mais c'est pourtant la vérité, va vous empêcher de voir la petite fleur qui est sur le bord du chemin, ou de voir qu'un paysage est joli alors que c'est gratuit, quoi. Mais je pense qu'un des moyens les plus sûrs de capter des petits morceaux de bonheur, c'est un exercice à faire, tiens.
quand vous vous couchez le soir, de réfléchir à tout ce que vous avez fait dans la journée et d'arriver à identifier quelle chose vous a fait vraiment du bien et qui ne vous ait rien coûté. Je dis bien qu'il ne vous ait rien coûté, parce qu'autrement c'est tricher, évidemment. Hein. Mais un truc qui vous a rendu heureux et qui vous a pas coûté un rond. Alors quelquefois c'est un truc tout con. Hein. Vous avez acheté une petite plante, tiens là j'ai par exemple j'ai acheté une petite plante d'appartement dans un pot là. Voilà. Il faut que je la mette dans un pot plus grand. Eh bien moi, le fait, je l'ai payé 2,50 €. Bon, c'est un truc que j'ai acheté du coup, mais bon. Mais c'est pas... comment dire? Quand je l'ai acheté, je ne veux pas dire par là que le fait d'acheter quelque chose soit systématiquement condamnable comme façon de trouver des petits morceaux de bonheur. C'est pas du tout ça. Mais il faut pas que ça devienne systématique, c'est ça qui est grave. C'est que les gens en arrivent à un point où ils s'imaginent que le fait d'acheter et de consommer est le seul moyen de se faire plaisir et d'être heureux. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on est plus consommateur qu'on est humain. Le consommateur, en fait, l'entité consommateur prend le pas sur l'être humain au plus profond de ce qu'il a dans son cœur. Ce qui est quand même un problème, quand même, non? Moi, je suis désolée, je raconte une connerie sur une vidéo, je sais que ça va faire rigoler certaines personnes, ça me coûte pas un rond et ça me fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu dommage qu'on me le renvoie pas, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Mais je pense que c'est un bon exercice parce que justement, ça peut permettre aussi comment dire, d'identifier avec plus de certitude la façon dont on fonctionne et la relation qu'on a à l'argent, par exemple. Je pense que c'est intéressant à observer, à s'observer soi-même. Voilà. C'était la parole philosophique de la journée. Donc plus vous identifiez vos souffrances pour mieux les démonter et les ranger dans un coin, parce que les choses traumatiques qui nous sont arrivées, on les porte toujours. Mais moi, personnellement, je portais ça au fond de mon cœur. J'ai porté ça au fond de mon cœur pendant très très longtemps. Ça m'a explosé au visage quand j'avais 40 ans. J'ai réussi à les transformer de telle sorte que ce soit sorti de mon cœur. C'est-à-dire que je n'ai gardé de ce traumatisme que la partie positive qui m'aide à aider les autres qui sont dans le même cas que moi. Mais toute la partie négative de ce traumatisme, elle est à l'extérieur de moi maintenant. Voilà. Et ça, n'importe qui est capable de le faire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a chacun un potentiel bien supérieur à ce que l'on croit. Et oui, c'est comme ça.